lancer finalement, François, en introduction. Qui d'autre qu'un fan pour parler de votre saison. Rapidement, si tu dois faire un résumé de la saison passée, une saison quelque peu décevante, on va pas se le cacher. Plus que quelque peu, je pense. Elle a été très décevante, surtout que cette saison se construit en fait sur un succès quasiment inattendu il y a un an. Parce que il faut se rappeler qu'avant de faire sa deuxième partie de saison complètement folle, les Hawks de 2020-2021, ils mangeaient leur caca avec Lloyd Pierce. Donc en fait, il y a ce petit côté miracle. Et ensuite, directement, j'ai l'impression que les fans et les joueurs se sont vus plus beaux qu'ils n'étaient. On finit par oublier le fait qu'avant la post-season, il y avait une season. Et oui, du coup, cette saison a été très frustrante, mais en même temps, j'ai l'impression assez mal compris. Très compliqué avec différentes phases qui ont suivi. Faut savoir qu'Atlanta, lors de l'explosion du Covid en 2019-2020, n'avait eu quasiment aucun cas. Mais là, cette saison, c'est un peu tout l'inverse. Plus personne n'en a. Et maintenant que c'est has-been, Atlanta se dit bah, voilà, on va parier sur le Covid. Du coup, il y a eu un mois de décembre particulièrement mouvementé. Mais finalement, une bonne fin de saison, une bonne deuxième partie de saison avec un bilan de 26 victoires pour 14 défaites sur les 40 derniers matchs, avec des très belles sources d'éclaircies comme Delon Wright, qui s'est découvert un profil de quasiment sixième homme. En vrai, c'était plutôt le 7 ou 8e derrière Bogdanovic, mais qui montrait tellement d'énergie en défense. C'était vraiment une très belle fin de saison qui malheureusement a été effacée d'un revers de la main ou d'un revers du balai, dirons-nous, par le Heat, qui est un naufrage qui, pour le coup, a énormément marqué, je pense, un peu tous les observateurs de la sphère NBA, au point d'un petit peu oublier que Atlanta, il faisait beau à Atlanta avant qu'il ne fasse trop chaud avec le Heat. Oui, complètement une désillusion sévère, j'ai mis face au Heat. Une chose, parce que c'est vrai qu'il y avait eu ce parcours en play-off la saison d'avant qui faisait espérer monts et merveilles. Avec moi, je me souviens, je prêche ma paroisse, mais et surtout sur Basket Catéchisme, les gars de Basket Catéchisme que je salue, on était assez critiques sur le fait que aucune des équipes qu'avaient rencontré les Hawks n'avait joué vraiment sur les faiblesses de l'équipe et réussi et avait le personnel pour faire déjouer notamment Trae Young en vraiment bourrinant la défense sur lui et en pariant sur le fait que le reste de l'équipe ne pourrait pas se montrer. Et force est de constater que, alors après, pour votre défense, vous êtes tombé sur une des équipes qui pouvait peut-être le mieux le faire de toute la ligue, avait vraiment tous les profils parfaits pour. Et donc du coup forcément c'était une marche extrêmement élevée pour ces Hawks-là, qui ont réagi au vu des faiblesses montrées bien sûr dans ce tour de playoff face au Heat, faiblesses bien sûr sur la création offensive qui ne dépendait que de Trae Young et uniquement de Trae Young, et bien sûr le point défensif, on va y revenir. Avant ça, bien évidemment, comme d'habitude, je vous envoie la preview dans le chat et vous la retrouvez bien sûr sur la rediffusion YouTube dans la description. La preview signée François qu'on a bien évidemment avec nous, et on va pouvoir faire un petit tour du roadster pour comprendre un petit peu les départs, les arrivées et bien évidemment les moves de la franchise pour pallier à ses faiblesses entrevues dans les playoffs. Je fais un tour sur le roadster. Au poste de meneur, Tyson Etienne, Aaron Holiday, Vit Krejci, je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi, Tyrese Martin, Trae Young, bien évidemment. Au poste d'arrière, Bogdan Bogdanovic, Harmony Brooks, Jarrett Culver, Trent Forrest, Edgy Griffin et Dejounte Murray. Vous vous en doutez, on va y revenir là encore. Au poste d'ailier, Malik Ellison. Au poste d'ailier fort, John Collins, DeAndre Hunter, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Chris Silva. Au poste de pivot, Clint Capella, Frank Kaminsky. D'ailleurs, j'avais décalé Okongwu au poste de pivot. Mais bref, on y reviendra. De toute façon, sur ces postes-là, encore une fois, ailier fort, Les etc., postes ne sont pas fixes. Voilà, on peut bouger. C'est assez fluide, d'autant plus dans la NBA moderne. Avant de passer vraiment au plat de résistance, je voulais un petit peu parler d'Edgy Griffin. Dans ses arrivées, ça fait partie des nouveaux joueurs de cette équipe des Raptors. Un rookie à haut potentiel, mais qui a chuté dans la draft en raison de blessures, de multiples blessures au genou notamment, qui lui ont fait disputer que peu de matchs du coup
les dernières saisons, avec du coup pas mal d'interrogations plus que d'affirmations. Néanmoins, un rookie dont on peut dire a priori qu'il est plutôt bon, voire très bon shooter. J'en profite également pour vous renvoyer, comme d'habitude, vers le travail d'envergure et leur scouting report. Vous pouvez voir points forts, les points à améliorer et les points faibles ici, mis bien évidemment schématiquement et globalement. Je vous envoie également une vidéo de scouting. Une fois n'est pas coutume, vous commencez à vous y habituer dans ces previews. AJ Griffin, du coup, un joueur au potentiel offensif, notamment sur le shoot, et surtout sur le shoot, notamment à 3 points, qui a une très bonne adresse sur pas mal de tentatives. Sur 4-5 tentatives, il est à plus de 40%. Vous le voyez là, plus de 44% sur 4 tentatives. Encore une fois, échantillon aussi au nombre de matchs à un petit peu relativiser. Malgré tout, la mécanique est bonne et ça semble quelque chose sur lequel on peut compter. Et avec des questions sur la création individuelle. Encore une fois, les scouting reports sont un petit peu différents et le spectre va de il a vraiment des capacités de création individuelle à on peut l'imaginer, mais il y a quand même beaucoup de choses à travailler et sur lesquelles s'interroger. Pareil en défense où on a un spectre assez large. Néanmoins, un joueur qui semble avoir un bon QI basket et qui semble être très impliqué dans le collectif et dans l'investissement. Et ça, c'est toujours quelque chose à saluer. Alors qu'on salue Tom également, qui nous rejoint un peu de retard, mais vous connaissez déjà la chanson, pas de souci. On a déjà fait les Raptors, on s'attaque tout juste aux Hawks avec François, rédacteur de la preview. François, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur AJ Griffin? Alors, AJ Griffin, pour le coup, enfin, déjà, il y a un petit truc, une petite histoire d'amour marrante entre Travis Schlenk, qui est le GM d'Atlanta, et Duke. Et notamment, les ailiers de Duke qui glissent à cause de Red Flag. C'est très précis, mais ça fit totalement la description de Cam Reddish en 2019, de Jalen Johnson en 2021, et là, d'AJ Griffin en 2022, des ailiers / ailiers forts, ou peut-être arrière pour Cam Reddish, on ne sait pas trop, de Duke, bourré de talent, qui avait eu des red flags, alors que ce soit des blessures qu'avait AJ Griffin ou Cam Reddish, ou un aspect peut-être mental aussi avec Cam Reddish, ou un problème de gestion, joueur compliqué à gérer parce qu'il ne voulait pas jouer pivot sous Coach K avec Jalen Johnson. Voilà, il y a ce passif. Tenter des paris de joueurs qui tombent à la draft et qui viennent de Duke, ça c'est le kiff de Travis Schlenk. Mais à côté de ça, il faut voir aussi que c'est un joueur qui, un peu plus d'un an avant la draft, en fait, quand il était au lycée, était projeté comme étant potentiellement le first pick de cette draft. Les raisons étaient simples, c'était un joueur ultra complet qui agressait fort le cercle, qui montrait, grâce à son QI basket offensif, des bonnes passes de connexion, sans être nécessairement un vrai playmaker, mais un joueur très complet, beaucoup de qualité, un profil très LeBron light quand tu es petit. Le problème étant que entre-temps, il y a eu des blessures, les genoux et les chevilles ont pas mal morflé. C'est devenu un joueur injury prone, ce qui a dégonflé pas mal de personnes, surtout que l'année qu'il a passé à Duke, son style de jeu a pas mal changé. Sûrement du fait des blessures, peut-être aussi d'un blocage mental. On le voyait évoluer moins balle en main et aller moins au cercle. Ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir retravailler. L'infirmerie d'Atlanta n'est pas nécessairement la mieux réputée côté gestion des blessures pour les jeunes. DeAndre Hunter, Cam Reddish et Okongwu peuvent en attester. Il y a des blessures à Atlanta. Elles ne sont pas toujours bien gérées. Cam Reddish et Hunter peuvent en parler. Mais ça va être un des aspects majeurs, gérer ces blessures et aussi peut-être gérer cette réathlétisation et peut-être déverrouiller le verrou mental qui s'est créé à la suite de ces blessures sur les phases d'attaque, d'attaque de cercle et de drive. Il faut que ça redevienne une arme complète de son arsenal, puisque avant il était explosif, puissant et quasiment inarrêtable, en tout cas à un niveau lycée, en NBA, on verra bien. C'est tout ce qu'on lui souhaite et c'est tout ce qu'on vous souhaite à vous également. On y vient enfin et je vais pouvoir réafficher l'illustration et passer bien sûr sur la preview. Ensuite, ta preview, bien évidemment. On en parlait. Les Hawks donc devaient faire face cette intersaison à essayer de combler leurs manques, leurs besoins, leurs faiblesses. Deux choses à ce niveau-là. Un second créateur potentiel à ajouter aux côtés de Trae Young, dont on a vu qu'il pouvait être
ciblés en play-off par de très grosses équipes, certes, mais malgré tout, il y en a encore plus dans cette conférence Est, j'ai envie de dire, avec des profils d'équipes switch all et très défensives. On parlait juste avant des Raptors. Donc, une aide à la création pour Trae Young pour avoir deux têtes sur l'hydre. Tu utilisais cette métaphore à dessein dans ta preview. Et également, bien évidemment, toujours l'aspect défensif. L'éléphant dans la pièce, si on ne va pas tarder, tourner plus loin autour du pot, c'est bien évidemment la venue de Dejounte Murray. Et meneur All-Star du coup désormais cette saison, nouvelle All-Star, alors qu'on salue Sloubou qui rentre dans le 5, bienvenue à toi, n'hésite pas dans le chat, je vois que tu as déjà répondu à Guillaume sur sa pique vis-à-vis de Cam Reddish. Et donc du coup, un autre meneur, un meneur All-Star en la personne de Dejounte Murray, nouvelle All-Star, dont le fit avec Trae Young sur le papier est tout trouvé, puisque Trae qui est plutôt faible en défense, se ferait accompagner de Murray, bon défenseur, et Trae qui est plutôt bon shooter pourrait permettre à Murray de se cacher un petit peu, lui qui est moins bon sur le shoot extérieur, une complémentarité comme ça toute trouvée. Néanmoins, François, il y a un problème que tu soulèves dans la preview, les deux portent énormément le ballon. Qu'est-ce que ça veut dire pour la synergie entre les deux et ce que ça veut dire pour ce qu'il faut créer autour des deux joueurs pour Atlanta? Déjà, c'est des joueurs qui, en tout cas dans le cas de Trae Young, Trae Young de son côté n'a jamais joué avec un vrai joueur balle dominante à côté de lui. Dejounte Murray, lui, a déjà joué avec un DeMar DeRozan. Et c'est là où on peut un petit peu sortir du chapeau le fait que cette saison, justement, de Dejounte Murray, cette saison All-Star de Dejounte Murray, c'est faite suite au départ d'un joueur ball dominant, qui était DeRozan, son départ pour Chicago. Le fait que maintenant, Dejounte Murray va se retrouver à côté d'un joueur ball dominant et que Trae Young, lui, va pour la première fois de sa vie jouer à côté d'un joueur qui a besoin de la gonfle, ça va leur demander une période d'adaptation. L'un pour apprendre à le faire, l'autre pour conserver sa production et sa gravité et son impact sur le match en étant moins nourri, en tout cas en ayant moins la balle. Du coup, de ce côté-là, il y a plus ou moins deux manières de voir les choses. L'un, quand les deux joueurs sont sur le terrain, et l'autre, comment organiser ses rotations. Mais dans tous les cas, ils vont commencer et terminer les fins de match. Sinon, il n'y aurait eu aucun intérêt à aller chercher Dejounte Murray pour les Hawks. Du coup, là-dessus, il va falloir commencer une réflexion sur comment mettre en place les Hawks, l'attaque des Hawks. Qui de Dejounte ou Trae Young doit le plus mener. Il peut y avoir une sorte de coexistence un petit peu équitable, mais dans ce cas-là, comment est-ce que l'autre se rend utile sans la balle? Trae Young, il l'a dit, quand il était jeune, il jouait arrière, il n'avait pas le ballon dans les mains, il jouait off-ball. Il s'est remis à travailler sur son jeu off-ball cet été parce qu'il savait que Dejounte Murray allait être de l'aventure. Du coup, tout ça fait que Trae Young naturellement va peut-être être plus. C'est quelque chose qu'il va falloir scouter, mais Trae Young va être amené à jouer plus off-ball. La question, c'est comment le rendre utile dans le fait que avant, quand Trae Young essayait d'avoir de la gravité, il n'apportait pas réellement de mouvement. Il considérait que d'un point de vue statique, rester à 9 mètres avec la menace qu'il est apportait déjà assez de gravité. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Et là-dessus, avant de te redonner la main, j'ai un petit flashback à faire. C'est sur la deuxième partie de saison 2020-2021. Ce qui avait très très bien marché à Atlanta, c'était le jeu off-ball de Bogdan Bogdanovic. C'était pas seulement un jeu off-ball individuel, c'était un jeu off-ball avec des écrans qui étaient placés loin du ballon. Je me souviens notamment de double screen où il slalomait entre les screens en départ depuis le corner. Ça marchait très bien, c'est un type d'action qu'on voyait de manière sporadique, mais du coup on sait que Mike Milan, il peut proposer des choses sur son playbook. Toute la question c'est, Macmillan va-t-il le faire? Et ça, c'est plus qu'un point d'interrogation. On peut douter, quoi. Exactement, et tu m'offres la transition parfaite. Bien évidemment,
Et d'ailleurs, Guillaume le dit dans le chat, en tout cas en termes de conclusion, il a déjà joué, on parle de Dejounte Murray, avec DeRozan, certes, ça a donné la 19e attaque de NBA. Tu en parles également dans un preview, François, Dejounte qui, de par son inefficacité au shoot, on peut le dire malgré tout, et le fait que en plus ce n'est pas un joueur de cut vers le panier, tu le notes très, très bien dans la preview, n'hésitez pas à aller la lire encore une fois, bien sûr ce sera disponible dans la description pour la chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube, sous la vidéo bien évidemment. Donc forcément entre les deux, voir Trae Young avec un shoot, une menace au shoot comme celle de Trae Young, c'est forcément plus dans ce sens-là que ça pourrait s'orienter. Alors reste des améliorations possibles chez Dejounte Murray, bien sûr, qui ne lésinent pas sur le travail. Néanmoins, on attendra de les voir et de les constater avant de pouvoir vraiment se baser dessus. Et comme tu l'as dit, la créativité au coaching qui va être essentielle, et je ne reviens pas là-dessus. Nate McMillan, c'est difficile d'imaginer, enfin on ne sait pas vraiment sur quoi on peut tabler avec Nate McMillan. C'est toujours assez audacieux de voir en lui un coach très créatif. Il faut faire attention. L'autre idée malgré tout, le reste du temps, je pense que tu pourras être d'accord avec moi, c'est aussi de profiter des deux joueurs pour faire du stagger, hein, bien sûr, un anglicisme que vraiment tout le monde adore. Stagger, c'est l'idée que de faire débuter les deux joueurs en solo, bien sûr, c'est-à-dire, alors ils peuvent débuter ensemble, mais en tout cas, en termes de rotation, derrière, de bencher un plus rapidement que l'autre pour pouvoir ensuite l'aligner avec la seconde unité pendant que l'autre va se reposer sur le banc, et ainsi on a toujours un des deux joueurs qui est présent sur le terrain. Ce sera d'autant plus intéressant cette option du stagger parce que la seconde unit, tu parlais de Bogdanovic tout à l'heure qui était plutôt très bon sixième homme la saison passée, néanmoins Bogdanovic en création collective, en création individuelle à la limite ça peut se tenter, mais ça reste un petit peu court pour animer toute la seconde unit. C'est là que Dejounte Murray en seconde unit, décalé aussi sur la seconde unit, ça peut être intéressant pour l'animation offensive dans cette seconde unit qui tu vois également d'intérêt. Moi je notais surtout beaucoup l'idée Jalen Johnson qui a certes peu joué la saison passée mais qui est en concurrence avec Mo Harkless qui on le sait maintenant est un ailier quand même assez vieillissant qui certes peut apporter de l'expérience mais qui devrait quand même ne pas pouvoir poser trop de problèmes en termes de concurrence à ce jeune joueur. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu sur Jalen Johnson et plus globalement sur cette seconde unité qui a perdu Delon Wright cette intersaison? Déjà, je pense que Jalen Johnson a fait une très bonne saison en G-League. Mine de rien, il a eu très peu de temps, si ce n'est aucun, je crois 120 minutes en NBA. Après, depuis la preview, il y a eu un petit transfert, justement, qui a envoyé Mo Harkless du côté de Casey. Et ce qui fait que maintenant, c'est Vit Krejci qui est venu à Atlanta. Un poste 1, 2, 3, je sais pas réellement. On m'a présenté un manieur de ballon. Je sais qu'il a un contrat sur long terme, mais je ne sais rien du joueur. Peut-être lui, on ne sait pas. Mais moi, ce que je vois bien, oui, c'est du Bogey, c'est du Jalen Johnson et si possible du stagger. Quand tu as deux joueurs comme Trae Young et Murray qui sont si forts quand ils sont 80% du temps balle en main, si, en tout cas, dans un premier temps, on va voir comment le côté jeu en binôme évolue au cours de la saison parce qu'il y aura forcément une période d'adaptation. En attendant que les deux joueurs se trouvent et s'apprivoisent, je pense que les périodes où ils seront en stagger, où seulement l'un des deux sera sur le terrain, il y aura pleinement de ballons, il pourra pleinement s'exprimer, seront extrêmement létales pour les secondes unités adverses. Je pense réellement que oui, du coup c'est du Bogey, c'est du Jalen Johnson, faudra voir Aaron Holiday aussi. Je n'ai pas l'impression que c'est un réel playmaker. Je l'imaginais plus en catch and shoot personnellement. Et tu fais très bien de me dire du coup pour l'échange de Mo Harkless que je n'avais pas suivi. Donc parfait, merci de repréciser. Tu fais bien. On va donner un peu la parole au chat qui a des questions très intéressantes et on va revenir notamment sur l'aspect
two-man game, ou en tout cas fit entre bien évidemment Trae Young et Dejounte Murray. C'est la question principale de l'intersaison et pour cette preview des Hawks. Tom qui nous dit: aujourd'hui les possessions où Trae n'a pas le ballon en attaque, il se repose loin du ballon. Pensez-vous que ça puisse vraiment changer? C'est d'ailleurs quelque chose que tu cites dans ta preview, dont tu parles. Est-ce que, bien évidemment, Trae Young aura l'endurance également pour porter le ballon et être toujours dans ce système héliocentrique à certains moments, et ensuite faire les courses off-ball qui nécessiteront, qui seront nécessaires pour lui et pour l'équipe pour être une vraie menace, ce dont tu parlais tout à l'heure? C'est vrai que c'est toute une problématique dans le sens où déjà Trae Young va devoir réapprendre à réellement bouger quand il n'a pas la balle, puisque en fait il faut voir que c'est un joueur dont sa concentration, on va dire, au cours d'un match était focalisée sur les moments où il était balle en main et où il créait. En défense, c'était pas nécessairement le joueur qui était le plus concentré, et quand il était loin du ballon, c'était aberrant. Je- Là-dessus, il va y avoir un travail mental à faire. Un travail mental sur le retour à de la concentration, un travail physique aussi sur un travail d'endurance, puisque s'il court loin du ballon, on court plus quand on est loin du ballon pour se démarquer que quand on dribble juste en attendant qu'il y ait un petit peu de mouvement autour de soi. Du coup, vu que c'est lui qui va devoir créer le mouvement, va falloir voir aussi, du coup, comme tu le disais, au niveau de la concentration, de l'endurance mentale, à rester bien lucide au cours du play et au cours du match, puisque sa dépense en énergie va être nécessairement augmentée. Après, personnellement, peut-être parce que je suis fan des Hawks, mais je suis assez enthousiaste dans le sens où dans le sens où Trae Young l'a déjà fait. Et où il a clairement identifié ça comme quelque chose à faire développer dans son jeu. On attend des progrès, il faudra les voir parce que je pense que ça va être une espèce de dénominateur de l'ensemble de la saison, à quel point est-ce que Trae Young, Dejounte réussit à marcher, même si je pense qu'en régulière, ça va pas nécessairement être le plus gros problème. Mais voilà, Trae Young rentre dans une deuxième partie de sa carrière. Trae Young rentre dans une partie où en fait ça va être plus juste être un Steve Nash, peut-être plus un Curry cette fois-ci. La comparaison va continuer à se développer dans l'archétype du joueur qu'il doit être. À un moment, il était entre les deux, lui se définissait plus comme un Nash. Peut-être que voilà, au travers de la saison, il va plus pousser le curseur côté Curry. Et je sens que Guillaume va adorer ces comparaisons. Quand on sort des grands noms, il adore tourner ça en ridicule. J'adore, et c'est pour ça que je me réjouissais sur cette take. On en parle de Trae Young, top 5 saison offensive de NBA en 2022, sous-estimé de fou, nous dit Guillaume. C'est très vrai, c'est très vrai. On le sait, un Trae Young, système offensif à lui tout seul, système héliocentrique s'il en est. Merci de lire ça quand même. Oui, quand tu fais quelques textes sérieux, je les lis, et surtout ça me permet la transition. À moins que tu aies quelque chose, vas-y. Alors, François, je ne sais pas si c'est vers là où tu allais, mais je vais aller quelque part. L'addition de Dejounte Murray, c'est entre guillemets une addition, mais ça enlève quelque chose qu'on appelle du spacing. Avant, ils avaient Werther, c'était très bien. Et du coup, le seul non-shooter de l'effectif, sachant que Hunter et Collins sont des shooters relativement fiables, c'était Clint Capella. Là maintenant, on enlève un shooter entre guillemets fiable et on ajoute un shooter d'opportunité. C'est pas un Capella qui va refuser le 3 points, c'est un joueur qui n'a pas l'efficacité suffisante pour réellement apporter de la gravité. Mais je pense que ça va pas nécessairement trop baisser l'offensive rating. Les Hawks, c'était le deuxième meilleur offensive rating de la ligue, avec une équipe qui était leadée par Trae Young. Alors, nécessairement, ça va baisser. On peut penser notamment au départ de Gallinari en seconde unit, à voir comment Jalen Johnson réussit à compenser ça. On peut aussi penser du coup au départ de Werther, qui va offrir moins de spacing, mais en même temps, il y a l'arrivée de Dejounte Murray. J'ai l'impression que les Hawks, comme ils sont construits, même s'ils ont un petit peu perdu au change au niveau du spacing, il reste quand même sur le papier, une très très bonne attaque, de par la présence de Trae Young. En attendant de voir comment est-ce que le duo Dejounte Murray-Trae Young va s'articuler en match, je pense que ça va surtout être important en post-season, parce que la défense que le Heat avait fait sur Trae Young, il ne faut pas que ça marche cette fois-ci. Et ça passera nécessairement par le fait que Dejounte Murray
a trouvé son rôle. Les deux savent jouer l'un à côté de l'autre et tu ne peux plus seulement faire du blitz et faire des box sur trait. Ça ne marchera plus. Ça, c'est l'objectif. Pour moi, c'est un ajout qui se fait pour la fin de saison, pas pour la saison régulière. On parlait d'offensive rating. On se disait justement, et tu fais bien de le noter, que quand même avec une vision optimiste, avec Trae Young, on peut imaginer que malgré ce step back un petit peu dans le spacing, on gardera une attaque plus que correcte au vu des niveaux qu'elle a déjà atteintes. Néanmoins, il y a une chose quand même dont on doit forcément parler, et on l'a déjà cité un petit peu au préalable, et le chat en parle, donc du coup ça va me faire le rebond parfait, c'est que avoir une attaque aussi forte mais une défense aussi faible, ça crée un problème pour les Hawks qui, on l'a vu, ont un petit peu déjà galéré à l'année précédente avec bien évidemment des handicaps et des excuses potentielles, qui ont déjà galéré à se qualifier en playoff, en tout cas qui étaient dans ces plages du play-in, pour pouvoir de manière pérenne rester en playoff et se qualifier et être tranquille à ce niveau-là. Il faudra rééquilibrer ça, et si l'attaque baisse un petit peu de niveau, il faut forcément un moment que la défense quand même s'ajuste. Alors je l'ai dit déjà, bien évidemment on n'aura pas cette phase de Covid tous les ans, en tout cas j'espère pas pour vous, et ça semble quand même inenvisageable. On aura également peut-être déjà une amélioration simple à faire sur, et tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas François, mais ça se rejoint avec ce que tu disais dans la preview et ce que tu disais déjà au début de ce live, déjà un petit peu moins de suffisance, un petit peu plus de concentration, ça plus la santé, ça pourrait déjà faire un petit peu step up la défense. Malgré tout, il y a quand même des problèmes intrinsèques défensives. Guillaume nous dit: le problème pour moi, c'est pas tant que ça va faire baisser l'offensive rating, mais que ça va pas tant que ça élever le defensive rating. J'espère me tromper. Un arrière, c'est sympa, mais ça n'a pas l'impact défensif d'un vrai big à lui seul, capable de changer les choses. Et c'est là que je voulais arriver. Tu dis dans la preview que finalement, dans le 5, malgré tout, hormis Trae Young, ça fait beaucoup de défenseurs capables. Moi, et je le disais dans le conducteur, peut-être une appréhension un petit peu plus sur justement cette raquette Collins-Capela, qui pour moi est peut-être moins viable défensivement que ce qu'on peut imaginer, avec pour moi un Capela qui semble faiblir finalement avec les années, qui semble peut-être plus loin de son niveau défensif qu'il avait pu montrer il y a déjà 2 ans, notamment avec cette saison. Alors, est-ce que c'était le retour de blessure? Est-ce que c'est vraiment un affaiblissement à long terme? Et puis après, il y a John Collins qui, pour moi, a des qualités très claires à ce niveau-là, mais qui, dans l'impact, ne se ressent rarement, enfin, ne se ressent pas vraiment dans la défense des Hawks. Est-ce que c'est un manque d'envie? Est-ce qu'il pêche sur l'effort défensif? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Qu'est-ce que tu penses de cette raquette? Et on pourra parler après peut-être d'Okongwu en termes de solutions. Alors déjà pour John Collins, je vais lancer directement un pavé dans la mare, mais pour moi c'est pas nécessairement, c'est un bon défenseur, mais c'est un défenseur qui n'est peut-être pas dans l'air du temps, dans le sens où c'est un poste 4, c'est un vrai poste 4, c'est pas un joueur qui va aimer défendre au périmètre, c'est pas un joueur qui va nécessairement pouvoir suivre des 4 fuyants, mais qui en fait sont des 3 repositionnés un petit peu ici pour spacer le terrain. Par contre, c'est un joueur qui, sur de la défense du pick and roll, va bien couvrir les lignes de pénétration. Il va, je trouve personnellement que sur pick and roll, il est correct sans être incroyable. C'est un bon défenseur en aide grâce à ses qualités athlétiques. Il montre de l'envie. Un petit peu au rebond, même s'il se marche un petit peu dessus avec Capela. Mais pour moi, c'est peut-être plus un problème de profil dans les match-ups. Il y a des match-ups où, en fait, quand tu as un Collins qui va suivre, je vais dire une connerie, mais un Royce O'Neal, qui va suivre un Jay Crowder, qui va suivre ces espèces de 3 qu'on positionne poste 4, il va être sous-utilisé dans le sens où c'est un mec qui va juste attendre dans le corner, mais lui va pas pouvoir avoir son impact en allant chercher la tartine sous le panier. Après, ça reste quand même un défenseur relativement relativement limité. Défensivement, si je fais entre Jaren Jackson Jr. et John Collins, je prends Jaren Jackson Jr. tous les jours. Mais ça reste quand même un défenseur
ça reste un défenseur plus qu'honnête pour moi, John Collins. Il est sympa, Guillaume, parce qu'il te balance ça. C'est une question finalement facile à répondre. Ouais, mais Et comme ça, elle est facile. tu peux prouver ton objectivité à moindre frais. Bravo, C'est ça, c'est Guillaume. exactement ça. Merci de la passe. Entre Collins et Draymond, ça dépend si c'est pour contrer, si c'est pour mettre en protection de cercle ou pas. Je veux dire purement au niveau du compte, je pense que je prends John Collins en aide. Draymond, c'est tellement plus que ça que tu. Dans 100% des autres situations, je pense que je prends Draymond. Oui, je pense. Ciao. Mais c'est bien, tu fais bien quand même, François, de l'embêter un petit peu. Juste avant que tu repartes du coup plus sur Capella. Capella, j'ai bien aimé sa fin de saison et perso, Collins m'a bien surpris défensivement, nous dit Tom. Voilà, donc c'est pour quand même un petit peu nuancer ce postulat. Et du coup, du coup, je te laisse continuer. Entre Jaren Jackson Jr. et John Collins joue des matchs. Pas énormément, mais quand même plus que Jaren Jackson Jr. Et voilà, ça c'est pour Tom qui n'y avait rien demandé, vraiment, voilà. C'est Guillaume qui a défléchi l'attaque sur Tom, super, vraiment, on insulte tout le chat, c'est parfait. Du coup, ok, on a bien compris par rapport à Collins, du coup, est-ce que c'est pas deux profils trop grands, est-ce qu'il n'y a pas une idée de jouer un petit peu plus small ball dans certains match-up, en tout cas, avec peut-être un DeAndre Hunter décalé en 4 et remettre un autre ailier. Est-ce que c'est possible vis-à-vis de votre roster? Et sinon, autre question vis-à-vis de Capella, est-ce que c'est suffisant en termes de rim protection, ou est-ce qu'il ne s'intégrerait pas plus dans quelque chose où justement il y a des profils de pivot à aller chercher au large quand c'est le cas? Alors déjà vis-à-vis du poste 4, je pense effectivement qu'il y a quelque chose à essayer de travailler autour de Hunter poste 4. Après, là où j'ai un petit peu mes limitations, c'est que dans le roster, si on commence à faire ça, on va se retrouver avec du Justin Holiday poste 3. Ce qui est bien, mais en fait, on n'a pas nécessairement la profondeur du poste 3. Il faudra voir un A.J. Griffin, comment est-ce qu'il peut répondre en NBA, et surtout, est-ce que Macmillan va enfin faire jouer un rookie? C'est une vraie question, ça. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à faire. Personnellement, je suis pas du tout contre. Comme je te l'ai dit, il y a certaines match-up où je sens où personnellement, quand je regarde le match en défense, je sens que John Collins n'aimerait pas être à 45 au large, mais préférerait être contre un vrai intérieur. C'est une option à creuser, mais il faudra du coup voir avec Macmillan. Et là, rien n'est moins sûr. Mais oui, du coup, pour revenir à Capella, au niveau de la défense intérieure, Capella, c'est un petit peu compliqué. C'est un joueur qui a beaucoup été blessé à Atlanta, qui a fait une demi-saison enfin, plus qu'une demi-saison. En vrai, il était déjà bon avant le départ de Lloyd Pierce, mais qui a fait en fait une saison 2020-2021 exceptionnelle, où il a été très justement mis à profit son profil où il tournait en 15-15 avec deux comptes par match. Il avait été très bien mis en avant par Macmillan. Je reviens un petit peu dessus dans la preview, je crois, où en fait il avait une approche Quinn Snyderesque au moment où Utah défendait encore bien. Ce côté, j'ai quatre joueurs qui essaient d'être au large et qui serrent très fort sur les shooters, quitte à ouvrir un petit peu leur dos pour laisser passer des pénétrations et les accompagner jusqu'à mon pivot. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu qui avait bien marché. Là, avec ce qu'on a vu comme arrivée cette saison, on se retrouve avec un nouveau bon défenseur capable de bien coller ses extérieurs, de faire très mal en défense, en tout cas avec Dejounte Murray, et ça va inciter Macmillan à se sortir les doigts des fesses et à enfin rebosser un petit peu sur un plan de jeu défensif plus travaillé que seulement j'ai des joueurs là et en fait j'ai pas réellement de consignes et vas-y Hunter Dejounte switcher et essayer de couvrir Trae Young. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait l'impact de Capella va être ciblé par deux facteurs. Un, le côté blessure, qui l'a mine de rien pas mal handicapé sur l'ensemble de la fin de saison. Cette année, il jouait blessé. Et de deux, l'utilisation que fait Capella et l'utilisation que fait Macmillan de Capella et à quel point est-ce qu'il réussit à donner de la cohérence défensive à l'effectif. Il y a une solution en plus potentielle derrière Capella. Je voulais en parler, bien évidemment. En plus, je pense que Tom aime particulièrement le joueur. C'est
Okongwu, Onyeka Okongwu, je vous mets un petit peu de ses highlights et bien évidemment une vidéo qui parle du joueur. Si vous ne le connaisseriez pas, je le mets dans le chat, mais bien évidemment, ce sera disponible dans les ressources, dans la description de la vidéo YouTube. Si vous êtes en replay, en rediffusion, qui est un intérieur intéressant aussi. Et on parle beaucoup d'intérieur vis-à-vis de la défense parce que, comme le disait Guillaume, effectivement, avoir un petit peu plus de défense sur le bas court, et on pense à des Jean Temeray, bien sûr que l'addition est bonne à ce niveau-là. Malgré tout, en fait, ça n'élève pas le plancher de la défense. C'est toujours des profils intéressants à avoir. Et puis ça permet, voilà, en cas d'adversaire très bon, de pouvoir cacher Trae Young, c'est toujours un apport, mais malgré tout, le plancher défensif n'évolue pas beaucoup avec ces profils-ci, alors qu'à l'intérieur, des postes intérieurs qui peuvent protéger l'arceau, qui peuvent protéger le cercle, c'est toujours les tirs les plus rentables, les tirs les plus pris, même dans le basket moderne, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire en disant « Oh, c'est la course des 3 points ». Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc du coup, un intérieur qui peut protéger le cercle, c'est forcément un plancher potentiel défensif bien supérieur. Et Onyeka Okongwu, que vous voyez là dans ses jeunes années, et c'est pour ça que j'avance un petit peu pour avoir des highlights plus récents, est un jeune intérieur très intéressant dans ce style puisqu'il protège très bien l'arceau, mais il est également plutôt extrêmement mobile et offensivement très intéressant. Est-ce que c'est pas une solution potentielle, François, au relais de Clint Capela si jamais c'était pas le cas? Est-ce que tu vois Macmillan enfin peut-être lui faire passer le cap dans sa 3e saison sur le poste de titulaire, si jamais avec Clint Capela ça ne fonctionnait pas ou il était encore gêné par ses blessures? Déjà, pour moi, il y a un problème diplomatique. C'est que Clint Capela, c'est le bourreau de Trae Young. Je sais qu'on dirait pas comme ça le petit Suisse taiseux, enfin le grand Suisse taiseux et le petit roquet qui aboie, mais très clairement, ça c'est sorti dans des déclats cet été, genre Clint Capela ne bouge pas, Clint Capela c'est le bro de Trae Young. Du coup, est-ce que Trae Young accepterait que Clint Capela passe sur le banc? Je sais pas. Après, personnellement, c'est un joueur que j'aime énormément, qui lui, pour le coup, peut suivre un intérieur au large. Si tu es face à un Towns ou ou un Embiid ou un Jokic, c'est un joueur qui peut défendre au large, qui est intelligent, qui a des bons instincts, qui est athlétique, qui est peut-être un petit peu petit, qui n'est pas peut-être assez bon au rebond encore pour assurer réellement un poste de titulaire en NBA. Je pense que c'est la chose qui lui manque actuellement. Rebond offensif, oui. Rebond défensif, j'ai plus de mal. Il est plus attiré par l'interférence sur le tir que par le fait de ne pas laisser de seconde chance. Après, je trouve que c'est un joueur qui peut être plus une forme de facteur X qu'une réelle option d'alternance avec Capela cette saison. Je pense qu'en sortie de banc, il a trouvé plus ou moins sa place sur la fin de saison. Alors il a pu Delon Wright, un duo assez étonnant, plein d'énergie, mais ouais, je pense que c'est un joueur qui actuellement dans le cycle actuel des Hawks, c'est un petit peu une place bâtarde dans le sens où il y a un joueur qui est plus fort que lui quand il arrive, qui s'installe, qui crée des liens avec le meilleur, avec le franchise player, et lui qui est peut-être un profil plus intéressant, plus fort offensivement parce qu'il a montré, là il a travaillé sur un mid-range qu'on a vu, il a énormément de touchés aussi par rapport à Capela. Bon, en même temps, Ouais, par rapport à Capela, j'ai énormément de touchés aussi. Mais là n'est pas la question. Le joueur est intéressant des deux côtés du terrain et je pense que cette saison, c'est déjà acté. Il n'y aura pas on va dire de remise en question du statut de Capela. Mais je pense qu'à terme, en fonction de cette progression, en fonction de comment il impacte le terrain et peut-être d'une blessure de Capela qu'on va pas souhaiter, ça pourrait être lui son shot, vu qu'en fait on a plus ou moins 2 pivots titulaires, dans le sens où les deux pourraient l'être. Voilà, si il y a une blessure, c'est ce qu'on avait déjà vu la saison avec Bogdanovic, Bogdanovic qui était titulaire avant de se blesser et que Werther prenne sa place dans le 5 et qu'au final il n'y bouge plus. Ça se trouve, ça sera le shot de Okongwu, quelque chose de malheureux cette saison, ou alors attendre l'intersaison prochaine. Ok. Et donc du coup, bon, on va devoir commencer à conclure, François.
En termes du coup d'amélioration défensive, on parie sur potentiellement déjà la santé et un petit peu plus de moins de suffisance surtout de la part des joueurs. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que le fait que Clint Capella puisse revenir un petit peu en meilleure forme, est-ce que tu imagines ça comme suffisant pour ton équipe? Est-ce que tu vois d'autres choses, hormis, on l'a déjà dit, potentiellement des rotations un peu différentes de la part de Nate McMillan, mais là on est dans un territoire beaucoup plus interrogatif. Qu'est-ce que tu penses de ça pour finir un petit peu sur cette amélioration défensive qui pour l'instant je trouve moi pose plus de questions qu'on en résout, mais c'est aussi un petit peu ça les previews. Pour moi déjà il y a ce côté où il n'y a pas que Dejounte qui arrivait, il y a aussi Gallinari qui est parti, Huerter qui est parti, qui ont été remplacés par des joueurs entre guillemets de devoir, qui ont un profil plus défensif, moins bon offensivement. Du coup, pour moi, l'attaque en sortie de banc sera surtout drivée par forcément Bogey, mais aussi par Trae Young / Dejounte Murray en fonction de comment est géré le stagger. Si stagger il y a, on croise les doigts. Mais défensivement, j'ai l'impression que l'effectif est plus stack. Il y a moins de ces trous béants qu'on pouvait avoir l'an dernier. Ça va être globalement un problème d'implication. À partir du moment où tu commences ta saison précédente avec de la suffisance, forcément en défense, ça va pas suivre. Cette saison, je pense qu'ils ont, en tout cas les Hawks qui étaient là déjà la saison précédente, ils ont une sorte de revanche à prendre sur eux-mêmes. J'ai envie d'y croire. Je sais pas si ça suffit, mais je pense qu'ils sont moins bons dans un mental de déjà installé que dans un mental de challenger, et que là ils ont été déçus d'eux et qu'ils vont peut-être relever le défi. C'est tout ce qu'on peut espérer. Pour moi, la défense de ce côté-là, ça va être une grande partie de l'envie et de l'intensité, et ça dépend en partie que des joueurs, puisque le matériel est là sur le papier, quoi. Et aussi le matériel est là sur le McMillan. papier. Ils avaient montré justement pendant leur saison, il y a 2 ans, leur saison surprise qui a été jusqu'en finale de conférence, que ils avaient pu, pendant une partie de la saison, être moyen, voire un petit peu plus correct, plus on va dire défensivement, puisqu'il me semble qu'ils avaient réussi à être trustés le 12e defensive rating sur la période post-ASG, quelque chose comme ça, à vérifier. Malheureusement, ce sera encore une autre question à poser pour les playoffs, mais on n'en est pas là. On espère, en tout cas pour vous, et pour toi François, j'espère une qualification sans passer par le play-in. On est un petit peu dans ce range entre play-in et qualification directe, un petit peu comme les Raptors. Le problème, c'est qu'à 2 victoires près, t'as pas l'avantage de. J'ai l'impression que cette année, à 2 victoires près, soit t'évites les play-in, soit t'as pas l'avantage du terrain au play-in. Ça peut très effectivement se jouer comme ça, parce qu'à l'Est, c'est quand même très stack à ce niveau-là. Il y a vraiment, je trouve, 2 catégories. Autant les previews qu'on faisait avant là, les Charlotte, les équipes comme ça, c'est pas terrible. New York, Washington, Charlotte, Indiana, bon, c'est quand même plus faible que le play-in, etc. Ouais. Mais autant Raptors, Bulls, Hawks, ça peut vraiment se tabasser dans ces places-ci, et ça va être compliqué, mais on n'est pas à l'abri bien sûr de plein de surprises comme tous les ans, toutes les SR. C'est comme ça. Les Nets par exemple. Donc on verra bien sûr ce qu'il en retourne. Nous on s'arrête là-dessus. Encore une fois, dernier mot pour la petite rediffusion YouTube avant de se quitter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, bien sûr, pour partager avec nous tous les soirs de la semaine de preview jusqu'à la reprise NBA. On fait également une grande draft QI le jeudi prochain, donc 13 octobre. Ça va être intéressant, il y aura plein de monde, ça va être super, on va bien rigoler, on va faire que des conneries, je le sens. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre également sur Twitch et sur Twitter pour avoir toutes les infos des lives, des horaires et autres, des programmes, bien sûr, des previews à venir. Nous, on s'arrête là-dessus. Merci François, merci à toi. Merci de l'invitation Clément.